Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur notre programme d'économie générale pour les sciences de gestion comptable. Donc, on va continuer sur notre chapitre des instruments de l'intervention étatique. On a vu la politique monétaire dans la vidéo précédente. Donc, aujourd'hui, on va voir la politique budgétaire. Donc, pour commencer à décortiquer qu'est-ce qu'une politique budgétaire, quels sont ses principes et quels sont ses types, donc, on va définir budget. Donc, pour définir le budget de l'État est un document comptable retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année. Donc, le budget contient les dépenses de l'État et ses recettes. Donc, l'ensemble des entrées d'argent et des sorties d'argent que l'État réalise. Donc, ce budget est une prévision détaillée. Donc, on va faire des prévisions sur le budget annuel et ça sera d'une manière détaillée en contenant l'ensemble des rubriques et des détails sur les recettes et les dépenses. Donc, on va voir un exemple par la suite. Donc, le budget, c'est la loi de finances est préparée par le ministre de l'économie et des finances après avoir centralisé les demandes de chaque ministère. Donc, chaque ministère effectue des demandes pour sa part du budget et le ministre consolide toutes ces demandes pour nous donner ce document comptable, cette loi de finances. Donc, puis, elle sera approuvée par le gouvernement et enfin votée par le Parlement, donc la Chambre des conseillers et la Chambre des députés pour qu'elle soit mise en vigueur. Donc, un exemple de cette loi de finances, donc, ici, on a les dépenses ordinaires, les dépenses principales de la dette et les dépenses d'investissement. Donc, c'est le total des dépenses du budget général de l'État. Donc, pour décortiquer les dépenses de l'État, donc, on a trois types de dépenses. Les dépenses ordinaires, donc, relatives au fonctionnement, donc, au paiement des fonctionnaires et qui permettent le fonctionnement de l'État. Les dépenses en intérêts et commissions de la dette publique, donc les dépenses d'intérêt, puis les dépenses en principal de la dette, donc le remboursement de la dette publique, et les dépenses d'investissement, donc c'est relatif aux investissements effectués par l'État. Donc ce sont l'ensemble des dépenses engagées par l'État. Donc puis on a les recettes ordinaires et les recettes d'emprunt qui constituent les recettes de l'État ou bien les recettes du budget général de l'État. Donc les recettes ordinaires, ce sont les recettes fiscales tirées de la fiscalité, c'est l'ensemble des impôts collectés par l'État et les recettes non fiscales. Donc on va voir cela en détail, donc y compris les recettes de privatisation et les recettes d'emprunt qui constituent l'ensemble des recettes du budget général de l'État. Donc ici, on a l'année 2010, donc on a l'ensemble des dépenses. L'année 2011, l'ensemble des dépenses, et on a une variation. Donc, il y a une augmentation de 10% en ce qui concerne les dépenses ordinaires. Donc, 11% pour les dépenses de fonctionnement et 1,9% pour les dépenses en intérêt et commission de la dette publique. Et on a des dépenses en principal de la dette, une variation de moins 10,1%, donc il y a une diminution de 10,1%. Et les dépenses d'investissement, il y a une augmentation, une légère augmentation de 0,1%. Donc le budget de l'État concernant les dépenses a augmenté de 5,9%. Alors que pour les recettes, donc les recettes, il y a une augmentation de 3,9% pour les recettes ordinaires et 8,1% pour les recettes d'emprunt, ce qui nous donne une augmentation totale de 4,8% en 2011 par rapport à l'année 2010. Donc, les types des lois de finances. Donc, on va jeter un coup d'œil sur les types de lois de finances. Donc, pour avoir une idée sur les lois de finances, donc, on a la loi organique, qui est la loi qui détermine le cadre juridique des lois de
finances, donc c'est du côté juridique, donc c'est la loi qui organise et qui régit le cadre juridique des lois de finances. Donc on a la loi de finances initiale, qui est la loi prévoyant et autorisant pour chaque année civile, principe de l'annualité budgétaire, donc on va voir cela par la suite, donc l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Donc la loi de finances initiale, donc c'est la loi qui va prévoir, qui va faire des prévisions pour chaque année. Donc par exemple, on est dans l'année 2020, donc par exemple, on va faire une prévision pour l'année 2021. D'accord? Donc, on va faire des prévisions sur l'ensemble des ressources et l'ensemble des charges, donc l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de l'État qui seront réalisées pendant cette année, donc l'année suivante. La loi de finances rectificative, appelée aussi collectif budgétaire, donc qui est la loi modifiant en cours d'exercice les dispositions de la loi de finances de l'année. Donc, comme ce qui est arrivé pendant cette crise de Covid-19, donc on prévoyait un budget destiné aux recettes et un budget destiné aux dépenses, donc le budget général de l'État. On prévoyait des recettes et des dépenses, alors que pendant la crise, donc plusieurs effets, plusieurs événements ont survenu, donc ces prévisions ne seront plus atteintes, donc on doit rectifier cette loi de finances qui a été déjà prévue. Donc c'est une loi de finances rectificative, donc on va faire des rectifications, des modifications, des corrections en cours d'exercice, en cours de l'année, pour la rendre plus réaliste. La loi de règlement, qui est la loi constatant les résultats financiers de chaque année civile et approuvant les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances initiale, éventuellement modifiée pour ça ou ces lois de finances rectificatives. Donc la loi de règlement, c'est la loi réelle qui va nous donner une comparaison entre ce que l'État a prévu et ce qu'elle a réalisé réellement. Donc, on va voir ce qui a été déjà prévu et ce qui était réellement réalisé pour voir les écarts. Est-ce que ce qu'on a prévu a été réalisé réellement? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a une diminution? Donc, on va voir cela dans la fin, après la fin de l'année en question. Donc, c'est la loi de règlement. Donc, à titre de remarque, l'élaboration du budget de l'État obéit à trois principes. Donc, le budget de l'État se caractérise par l'annualité, donc les recettes et les dépenses sont votées pour l'année civile à venir, donc c'est à titre annuel. L'unité, donc les recettes et les dépenses sont présentées dans un document unique, donc il n'y a pas plusieurs documents, donc il y a un document unique qui rassemble l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses de l'État. Et l'universalité, donc l'ensemble des recettes est affecté à l'ensemble des dépenses. Donc on a l'ensemble des recettes qu'on a sont engagées pour couvrir l'ensemble des dépenses qu'on a. Donc la composition du budget général de l'État. Donc le budget général de l'État se compose d'un budget général, des comptes spéciaux du Trésor, des budgets annexes et du segment. Donc le budget général donc récapitule les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile. Donc c'est là l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pendant l'année. Donc exemple de recettes, ce sont des recettes fiscales ou bien recettes non fiscales. Exemple de dépenses, soit des dépenses de fonctionnement, soit des dépenses d'investissement, etc. Donc les comptes spéciaux du Trésor, ce sont des comptes qui, par exception au principe de l'universalité budgétaire, affectent certaines ressources à des dépenses spécifiques. Donc, ce sont des comptes qui affectent seulement des ressources destinées à des dépenses spécifiques. Donc, par exemple, le Fonds national pour la protection des forêts, donc ce sont des recettes, bien des ressources affectées pour la protection des forêts, ou bien Fonds de réforme agraire, donc destiné à couvrir
des dépenses pour faire une réforme du domaine d'agriculture, ainsi de suite. Donc, les budgets annexes, donc ce sont des budgets qui correspondent à des activités de services étatiques financés par leurs ressources propres. De ce fait, ils ont une autonomie financière, mais ne possèdent pas de personnalité. Donc, ce sont des budgets qui sont tirés d'un service étatique, comme l'ODEP, comme l'imprimerie officielle, etc. Donc, ils financent par leurs propres ressources leurs dépenses. Et on a le segment, donc c'est la création des services de l'État gérés de manière autonome. Donc, ce sont les services de l'État gérés de manière autonome. Donc, en abréviation, c'est segment, qui a pour but d'assurer la transparence budgétaire, l'autonomie et la souplesse dans la gestion. Donc, par exemple, les centres régionaux d'investissement sont des services de l'État qui sont gérés de manière autonome, de manière indépendante. Donc, par exemple, le complexe sportif de Fès, par exemple, donc ce complexe est géré d'une manière autonome. Il est un service de l'État, mais géré de manière autonome. Donc, pour pouvoir avoir une certaine transparence budgétaire, une certaine souplesse dans la gestion et une indépendance. Donc, les soldes budgétaires. Donc, pour décortiquer quels sont les soldes budgétaires, donc on a le solde ordinaire et le solde budgétaire. Le solde ordinaire, c'est quoi? C'est la différence entre les ressources ordinaires et les dépenses ordinaires du budget général de l'État. Donc, il est appelé aussi solde courant. Donc, soit on l'appelle solde courant ou bien solde ordinaire. Donc, si les recettes ordinaires excèdent les dépenses ordinaires, donc si les recettes ordinaires sont supérieures aux dépenses ordinaires, donc la différence représente un excédent ordinaire ou bien une épargne publique. Donc, on a un excédent puisque les recettes excèdent les dépenses. Donc, on a encore d'argent qui y est supplémentaire. Donc, c'est un excédent ordinaire ou bien une épargne publique. Donc, si les recettes ordinaires sont inférieures aux dépenses ordinaires, donc ce qui fait que les dépenses sont plus supérieures aux recettes, donc là, on parle d'un déficit ordinaire. Donc, on a un déficit ordinaire. Donc, les recettes n'arrivent pas à couvrir les dépenses ordinaires. Donc, les recettes ordinaires sont recettes fiscales et recettes non fiscales, et les dépenses ordinaires sont des dépenses de fonctionnement et des dépenses en intérêt et commission de la dette publique qu'on a vu dans le tableau qui décortique l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour l'année 2010 et l'année 2011. Donc, le calcul des soldes ordinaires, comment se fait? Donc, on prend les recettes ordinaires et on va retrancher les dépenses ordinaires. Donc, si c'est positif, c'est un excédent ordinaire, c'est une épargne publique. Et si ça sera négatif, donc on va parler plus d'un déficit ordinaire. Donc, on va prendre la loi de finances de 2010 et la loi de finances de 2011. Donc, on va prendre le total des recettes ordinaires, on va retrancher le total des dépenses ordinaires, on va trouver un excédent ordinaire, ou bien un solde ordinaire, ou bien un solde courant de 11 117, qui est un excédent, ou bien une épargne publique. Donc, la loi de finances de 2011, on va faire la même chose, on va prendre l'ensemble des recettes ordinaires, on va retrancher les dépenses ordinaires, ça va nous donner un solde ordinaire, ou bien un solde courant positif, donc de 2097. Donc, à titre de variation, donc, les recettes ordinaires ont augmenté de 3,9%, alors que les dépenses ordinaires ont augmenté de 10%. Donc, mais si on compare le solde ordinaire de 2010 avec le solde ordinaire de 2011, on va voir qu'il y a une diminution de 81,1%.
Donc, le solde ordinaire est positif pour 2010 et 2011, respectivement de 11 117 millions de dirhams et 2 097 millions de dirhams, soit une diminution de 81,1% en 2010 par rapport en 2011 par rapport à 2010. Donc, bien sûr, cette diminution s'explique par l'augmentation des dépenses ordinaires de 10%, tandis que les recettes ordinaires ne peuvent augmenter que de 3,9% en 2011. Donc, maintenant, on va passer au solde budgétaire. Donc, le solde budgétaire, c'est la différence entre les recettes totales et les dépenses totales du budget général de l'État. On a dit que le solde ordinaire, c'est la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires, tandis que le solde budgétaire est la différence entre les recettes totales et les dépenses totales du budget général de l'État. Donc, si les recettes totales excèdent les dépenses totales, on parle d'un excédent budgétaire. Donc, si les recettes totales sont supérieures aux dépenses totales, donc c'est un excédent budgétaire, alors que si les recettes totales sont inférieures aux dépenses totales, ce qui veut dire que les dépenses sont plus supérieures aux recettes totales, donc ils excèdent les recettes totales, donc la différence représente un déficit budgétaire. Donc on va voir les calculs du solde budgétaire. Donc on va prendre les recettes totales de la loi de finances, on va retrancher les dépenses totales pour nous donner le solde budgétaire. Donc, si on va voir les recettes totales, on va retrancher les dépenses totales, ça va nous donner un solde budgétaire négatif, ce qui veut dire que c'est un déficit budgétaire. Donc, on a un déficit budgétaire de 12 869 millions de dirhams. Alors que pour la loi de finances 2011, on va prendre les recettes totales, on va retrancher moins les dépenses totales. Donc, toujours, c'est la formule. Donc, les recettes totales moins les dépenses totales. Donc, ça va nous donner moins 15 864 millions de dirhams en ce qui concerne le solde budgétaire. Donc, c'est un déficit budgétaire. Donc, la variation des recettes totales représente 4,8% et la variation des dépenses totales, donc, représente 5,9%. Donc, ce qui nous donne une variation totale de 23,3% du solde budgétaire. Donc, le budget de l'État présente un solde négatif. Donc, on a un solde budgétaire négatif. Donc, c'est un déficit budgétaire. Donc, que ce soit en 2010 ou bien en 2011. Donc, en 2010, on a un déficit budgétaire de 12 869 millions de dirhams, alors que pour 2011, on a un solde, bien un déficit budgétaire de 15 864 millions de dirhams. Donc, soit une augmentation de 23,3% selon la loi de finances de 2011 par rapport à la loi de finances de 2010. Donc, cette augmentation résulte de la hausse des dépenses budgétaires, comme vous voyez. Donc, il y a une hausse de les dépenses budgétaires, donc estimées de 5,9%, alors que les recettes totales ne sont augmentées que de 4,8% en 2011 par rapport à 2010. Donc, à titre de récapitulation, donc les soldes budgétaires, donc on a deux types. On a le solde ordinaire et le solde budgétaire. Le solde ordinaire, c'est la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Donc, soit ça va nous donner un excédent ordinaire ou bien une épargne publique, soit ça va nous donner un déficit ordinaire, donc si c'est négatif. Le solde budgétaire, c'est la différence entre les recettes totales et les dépenses totales qui va nous donner un solde budgétaire soit négatif, soit positif. Si c'est positif, c'est un excédent budgétaire. Si c'est négatif, c'est un déficit budgétaire. Donc, la structure des dépenses et des recettes. Donc, ici, on a
les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les recettes d'emprunt, on va les représenter sous forme de graphique. Donc, on a présenté les variations de ces recettes. Donc, on va représenter ces variations sous forme d'un circulaire. Donc, on voit nettement que les recettes fiscales représentent 70% du budget général de l'État en 2010. Donc, les recettes d'emprunt représentent 23% et les recettes non fiscales représentent que 7%. La même chose pour l'année 2011. Donc, c'est 70% attribués aux recettes fiscales, 24% aux recettes d'emprunt et 6% pour les recettes non fiscales. Donc, pour les dépenses, donc on a l'ensemble des dépenses, les dépenses de fonctionnement en intérêt de la dette publique, en principal de la dette et les dépenses d'investissement. On a pris les dépenses de 2010 et les dépenses de la loi de finances 2011 et on a calculé les, la structure. Donc, c'est pas la variation, c'est la structure. Donc, c'est la part de chaque dépense sur le total. Donc, par exemple, il y en a 136 912 sur 228 934. Donc, ça va nous donner 300, ça va nous donner 59,8. Donc, il représente 59,8% dans le total des dépenses. La même chose dans le calcul des dépenses, des structures ou bien des parts de dépenses dans le total pour la loi finance 2011. Donc, on les a représentés sous forme de circulaire. Donc, on regarde que les dépenses de fonctionnement représentent 60%. Donc, il s'accapare la part Lyon dans l'ensemble des dépenses de l'État. Donc, suivi des dépenses d'investissement qui représentent 23%, puis les dépenses en principal de la dette et les dépenses en intérêt de la dette qui représentent 8%. Donc, pour la loi de finances 2011, c'est à peu près la même chose. Donc, les dépenses de fonctionnement s'accaparent là par Lyon avec 62,7%. Donc, suivi des dépenses d'investissement avec 22,2%. Puis, les dépenses en principal de la dette et de 7,6% et 7,5% destinés à couvrir des dépenses en intérêt de la dette. Donc, on doit comparer entre les réalisations et les prévisions pour calculer le taux de réalisation. Donc, on a dit que la fin de l'année budgétaire, les recettes et les dépenses réelles sont connues. Donc, ce sont les réalisations. Donc, avant l'année civile, on va faire seulement des prévisions, seulement des estimations, alors que à la fin de l'année, on va prendre les réalisations réelles des dépenses et des recettes. Donc, on calcule le taux de réalisation pour comparer les réalisations avec les prévisions, ce qu'on a prévu avec ce qu'on a réalisé réellement. Donc, on va prendre les réalisations, on va les diviser sur les prévisions fois 100 pour nous donner est-ce qu'on a réalisé tout ce qu'on a prévu? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Donc, on va prendre un exemple pour l'année de finance 2009. Donc, on a les prévisions, l'ensemble des prévisions des recettes ordinaires, des dépenses ordinaires, plus les compensations et les dépenses d'investissement pour nous donner le solde budgétaire et l'ensemble des réalisations. On va trouver le taux de réalisation qui est quoi? Qui est les réalisations sur les prévisions fois 100. Donc, on va prendre 169,8 sur 178 747 fois 100, ça va nous donner 94,6%. Donc, on a réalisé 94,6% de ce qu'on a prévu concernant les recettes fiscales. Pour les recettes non fiscales, on a réalisé 123,4. Donc, on a prévu seulement 14 829 et on a réalisé 18 302. Donc, c'est peu supérieur. Donc, pour les ressources de certains comptes spéciaux de trésor, donc, on a réalisé 102,1. Donc, pour les recettes ordinaires, grosso modo, donc, on a pu réaliser 96,8%. Pour les dépenses ordinaires, donc, on a
une réalisation de 91,7%. Donc, pour les compensations, on a une réalisation que de 44,2%. Donc, on a un problème ici parce qu'on a prévu 28 900 alors qu'on a réalisé seulement 12 788. Donc, on doit revenir sur cette réalisation pour trouver des explications. Donc, pour les dépenses d'investissement, on a prévu 38 367 et on a réalisé 46 361, donc soit une augmentation. Donc, on a un taux de réalisation de 120,8. Donc, le solde budgétaire, donc on a un taux de réalisation de 65,3% en 2009. Donc, les caractéristiques du budget général de l'État. Donc, premièrement, on remarque qu'il y a une importance des recettes fiscales. Donc, celle-ci constitue la principale ressource budgétaire de l'État, ce qui montre que l'impôt reste l'instrument privilégié de l'État pour le financement de ses dépenses. Donc, par conséquent, la pression fiscale est élevée. Donc, comment on va calculer la pression fiscale? Donc, ce sont les recettes fiscales sur le PIB fois 100. Donc, la pression fiscale pour 2009, donc c'est les recettes fiscales sur le PIB fois 100, c'est 23%. Donc, les recettes fiscales représentent 23% du PIB en 2009. Donc, la part des dépenses d'investissement dans le budget général de l'État est très faible par rapport aux dépenses ordinaires. Donc, elle ne dépasse pas 23% en 2009 et 22% pour la loi de finances 2011, ce qui ne permet pas de stimuler la croissance économique. Donc, on a une absence de l'effet multiplicateur qui va nous favoriser la multiplication des effets de l'investissement sur l'économie. La part des dépenses de la dette continue à absorber des ressources non négligeables, donc 17% en 2010 et 15,1% selon la loi de finances de 2011, qui devrait normalement servir à l'investissement créateur de l'emploi. Donc, c'est un problème. Le déficit budgétaire chronique est en augmentation. Cette situation est due à une augmentation plus rapide des dépenses par rapport aux recettes, celles-ci étant insuffisantes face aux dépenses. Donc, les recettes sont insuffisantes par rapport aux dépenses qui augmentent rapidement. Donc, il y a une amélioration du taux de réalisation. Certaines prévisions sont largement dépassées. Donc, ce qui est bon en général. Donc, à titre de rappel, donc à titre de définition des concepts, donc les recettes, pour les recettes, donc on distingue les recettes fiscales et les recettes non fiscales et recettes de certains comptes spéciaux. Donc, les recettes fiscales, c'est quoi? Donc, ils constituent l'essentiel des ressources de l'État. Donc, on a vu que ils représentent environ 70% du budget des recettes. Donc, elles comprennent les impôts directs, donc l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, et ainsi de suite, les droits de douane, les impôts indirects, donc la TVA notamment, et les autres impôts indirects, les droits d'enregistrement et timbres, ainsi de suite. Donc, pour les recettes non fiscales, elles représentent environ 7% des recettes. Donc, elles comprennent les revenus issus des monopoles et exploitations de l'État, ainsi que les recettes de la privatisation et autres recettes. Et les recettes d'emprunt sont liées aux prêts accordés par l'État. Donc, elles représentent environ 23% du total des recettes du budget général de l'État en 2011. Donc, concernant les dépenses, donc les dépenses de l'État sont de deux types. Donc, on a les dépenses ordinaires
Donc, ce sont les dépenses courantes de l'État. Donc, elles représentent environ 68% des dépenses publiques. Donc, elles sont constituées des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'intérêt de la dette publique et les subventions de prix. Donc, les dépenses en principal de la dette, c'est quoi? Donc, il s'agit des montants versés en remboursement de la dette publique. Elles représentent environ 9% selon la loi de finances de 2010. Et les dépenses d'investissement, donc, ils représentent 22% des dépenses publiques. Donc, ils ont pour objet de financer l'effort de l'État en matière d'investissement, donc en matière de fourniture des équipements, de construction des locaux, ainsi de suite. Donc, à titre d'approfondissement théorique, donc on va avoir la conception libérale et keynésienne du budget de l'État. Donc, pour les libéraux, pour la conception libérale, les libéraux sont pour un équilibre budgétaire, car l'intervention de l'État entraîne des dépenses improductibles et un endettement. S'il existe un déficit, l'État est demandeur, donc augmente ses dépenses, la demande devient supérieure à l'offre et entraîne une hausse de l'inflation, donc une perte de valeur de la monnaie. Donc, les libéraux sont partisans de l'État, gendarmes, donc police, armée, justice. Donc, les libéraux constatent que l'intervention de l'État est mauvaise pour le budget de l'État, car il y aura un endettement, une inflation et une perte de valeur de la monnaie. Alors que pour la conception keynésienne, donc pour les keynésiens, ils ne sont pas contre un déficit budgétaire, car l'État doit intervenir parce qu'il a une responsabilité permanente dans l'économie. Donc, une hausse de la demande de consommation entraînée par la hausse des revenus de transfert et la baisse des impôts, cela entraîne une hausse de l'investissement en réalisant des investissements publics et privés, et ce déficit pourra se résorber par des rentrées fiscales engendrées par la reprise de la croissance. Nous sommes dans le cas d'une politique de relance. Donc, les keynésiens sont partisans de l'État-providence ou l'intervention économique et sociale de l'État. Donc, ils favorisent l'intervention de l'État. Ils disent que même il y a un déficit budgétaire, donc l'État doit intervenir parce qu'il a une responsabilité permanente dans l'économie et parce qu'il va augmenter la consommation publique. Et donc, il y aura un hausse d'investissement et la hausse d'investissement va entraîner les rentrées fiscales et la reprise de la croissance économique. Donc, j'espère que cela est clair jusqu'à maintenant. Donc, on se voit dans une vidéo suivante pour continuer sur la régulation par le budget. Donc, on va voir l'ensemble des politiques budgétaires et ses inconvénients.